Donc l'idée, c'est de vous présenter, de vous proposer ce à quoi on a pu penser, ce à quoi on a pu réfléchir, quels sont les sous-jacents de nos réflexions pendant toutes ces réunions et la trentaine de membres que nous sommes. C'est la 8e édition. Donc c'est la 8e fois, alors je ne sais pas si c'est mieux que les fois précédentes, mais en tous les cas, on a un peu d'habitude sur le fait de proposer des recommandations, de savoir qu'il faut à la fois, et vous le verrez, des recommandations qui sont peut-être en apparence banales, mais sans lesquelles on ne peut rien construire parce que ce sont ce qu'on appelle les premières briques, et puis certaines qui sont peut-être, aux yeux de certains, qui seront peut-être iconoclastes, anecdotiques, mais dont je vous dirai pourquoi on a considéré qu'elles avaient malgré tout leur place. Donc il y a toujours dans ce panaché de recommandations différentes lectures possibles. Il y avait cette année à peu près, comme d'habitude, une trentaine de membres, vous les avez ici, ils seront dans le document, enfin ils sont d'ailleurs, certains dans la salle, mais tous en tous les cas, dans le document que vous avez ou que vous aurez à la sortie, qui reprend ce que je vais vous raconter. On a eu aussi des invités qui sont venus partager avec nous des convictions sur des sujets à des moments précis, quand on a parlé de l'aval, de l'amont, de la transformation, de la finance responsable. Vous les aurez aussi, évidemment, on les remercie de leur contribution qui a participé à alimenter nos travaux. Le mot qui devrait résumer, ou le son qui pourrait résumer l'ensemble de nos travaux, c'est tic-tac, tic-tac. En gros, comme une horloge qui avance inexorablement, dont on se dirait que l'heure est venue de bloquer l'horloge, et c'est tout simplement ça notre ambition. Il est encore temps, dit-on, de bloquer l'horloge. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il est minuit moins 5, minuit moins 1. En tous les cas, on espère tous qu'il ne soit pas minuit. Et donc, le but, c'est de s'accrocher aux aiguilles, assez durement, assez follement, peut-être avec un peu d'utopie par moment, on va en reparler, mais avec cette idée qu'il faut bloquer l'horloge et que c'est finalement ça l'ambition que l'on a. Il faut arrêter cette dérive, il faut donc entamer cette transition. 2 mots qui ont guidé nos travaux et la synthèse que l'on voulait en faire ce matin. Le premier mot, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire d'accepter l'idée qu'aucun des maillons dans cette filière-là, que l'on aille du plus en amont qui est l'agri au plus en aval qui est la consommation, aucun de ces maillons ne pourra faire tout seul cette transition-là parce qu'il est très interdépendant avec le maillon d'avant ou le maillon d'après. Et donc il faut l'accepter, cette notion d'interdépendance, parce que sinon, évidemment, on produira des recommandations qui seront trop silotées. Le deuxième mot qu'on a choisi de mettre en avant, c'est le mot risque. La transition, par principe, c'est déjà en tant que tel un risque. Parce que c'est quitter un état, qui est en général assez stabilisé, pour en retrouver un autre qui, au moment où on y rentre, paraît par principe instable parce qu'on ne le connaît pas. Et ça vient se rajouter à une gestion du risque qui est déjà en tant que telle compliquée dans l'agriculture. C'est-à-dire que par principe, l'agriculture est une activité économique qui est plus que d'autres sous l'emprise du risque, ou devrais-je dire des risques. On parle du risque climato-météo par exemple, ça n'est un, et il y en a d'autres. La volatilité des marchés est quelque part une forme de risque. Et donc, si on n'entend pas l'idée que rajouter du risque à du risque risque de freiner la transition qui est pourtant nécessaire, alors on entend l'idée que, oui, il faut adresser ce sujet du risque, et donc tout ça doit se faire sans rajouter du risque au risque, sinon il n'y aura pas de soldats pour mener cette bataille-là. Et voilà pourquoi, en préambule, je voulais vous mettre ces 2 mots, parce qu'on a considéré qu'ils étaient indispensables pour poser le sujet, l'interdépendance des acteurs les uns avec les autres, et la maîtrise du risque, faute de quoi on n'aura pas de combattants pour cette transition. Et puis après une ambition, après 2 mots, on a 3 utopies. Les 3 utopies, c'est accepter déjà l'idée que on sait bien que c'est probablement pas tout à fait ce qu'on rêve, mais malgré tout on a droit d'y rêver. Et donc on a droit de rêver à cette idée que peut-être, dans ce débat-là, un jour, on acceptera la primauté de la connaissance, de la science, sur la conviction. Alors on n'y est pas, hein. Il suffit d'écouter les débats publics. On sort d'une séquence de 6 mois de débats publics un peu structurée, un petit peu forte. On voit bien que par moment, la connaissance est totalement un non-sujet pour ceux qui ont des convictions, considérant que leur conviction est plus importante que les connaissances, parce que ce sont leurs convictions. Alors, ce n'est pas une forme de déni du principe même de la conviction et du militantisme que l'on adresse là. Il n'y a pas de sujet. Tous les avis sont respectables parce qu'on a le droit de les exprimer. Voilà. Mais on a aussi le devoir de les appuyer sur des considérations qui sont étayées. Ou alors de dire que ce ne sont que des avis, que des convictions personnelles. Mais on ne peut pas mélanger les deux. Et en fait, nous, on appelle à une forme de réaffirmation de la frontière entre les deux. Il y a les connaissances, il y a les convictions. Tout est respectable.
Mais il faut arrêter de faire passer les convictions pour des connaissances. La deuxième utopie, c'est de, quelque part, accepter l'idée qu'il y a une bataille au-delà de toutes les autres. C'est que peut-être que par moment, on devra faire des espèces de concessions à ce qu'on a déjà gravé dans le marbre. Je vais vous en prendre une pour vous illustrer ça. Les ententes sont condamnées et en tant que telles, elles sont condamnables. Et pour autant, peut-être que des travaux collaboratifs horizontaux, c'est-à-dire entre gens qui sont par ailleurs concurrents, feraient sens. Il faut peut-être accepter l'idée qu'au nom de la supériorité de ce défi environnemental, alors on a besoin d'avoir une hiérarchie et considérer que les acteurs qui sont concurrents par ailleurs ont peut-être le devoir de travailler ensemble sur des sujets communs sans qu'on qualifie ça d'entente. Voilà. Je vais vous prendre un exemple concret. Si toutes les enseignes de la distribution s'attaquaient aux boîtes de plastique dans les rayons boulangerie-viennoiserie, ça serait quand même pas mal. Et donc il faudrait qu'elles s'entendent pour le faire ensemble. Parce que franchement, quand on est à chercher comment on peut chasser du plastique, alors là pour le coup il y en a. Vous ferez gaffe la prochaine fois que vous ferez vos courses. Bon, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est juste pour vous illustrer l'idée que dans les utopies que l'on a mis en début de ce document que vous trouverez, il y a cette idée que oui, il doit y avoir une hiérarchie dans les sujets et que le défi environnemental, il est finalement au-dessus de tous les autres. Et puis enfin, la troisième utopie qu'on a, alors là aussi, celle-là, elle n'est pas gagnée dans l'opinion, c'est que l'entreprise est peut-être le meilleur moyen pour engager cette transition parce que c'est là où peut se faire l'impact, à grande échelle, partout, pour tous. Et donc, en gros, c'est de réaffirmer, non pas la supériorité, mais de réaffirmer la place de l'entreprise dans cette bataille-là. Non, l'entreprise n'est pas l'ennemi de la transition environnementale. Elle peut même être le lieu où ça génère le plus d'impact. Je vais caricaturer un peu. Peut-être que dans une entreprise, peut-être que chez Total, on peut avoir plus d'impact qu'à l'Assemblée nationale. Alors je sais que présenter comme ça, c'est pas facile à entendre. C'est pour ça que j'ai mis peut-être d'abord. Mais c'est juste pour présenter cette utopie-là, de dire l'entreprise, c'est pas le vilain dans ce sujet de la transition environnementale. Ça peut même être l'allié si on accepte ce principe-là de l'utopie. D'où la question que l'on s'est posée, qui est comment peut-on accélérer la transition environnementale qui s'impose à nous? Et je vous propose de voir comment on y a répondu. On y a répondu avec des recommandations qui tournent autour de la notion d'indicateur, de trajectoire, de symbole, de financement, c'est-à-dire de choses qui peuvent permettre d'avancer de manière différenciée, parce que tout ne se ressemble pas dans ce que je vous évoque là, et en acceptant là aussi une simplification volontaire. Bien sûr que la transition environnementale, ce n'est pas que la décarbonation. Bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour quiconque ici, je pense, on est tous des cartésiens. Moi, je suis agri de formation, un petit peu carré. Oui, je sais bien que le carbone n'est pas le seul sujet. Mais si c'est la manière de faire comprendre par l'opinion le sujet dans sa complexité, alors acceptons la simplicité. Tous les gens bien pensants, tous les sachants, tous les gens 1000 fois plus intelligents peut-être que nous tous réunis, ils doivent considérer que ceux qui vont avoir l'impact, c'est la somme des citoyens, et c'est en se mettant à leur niveau que l'on engagera l'impact, et non pas en espérant que les citoyens arrivent au niveau de tous les sachants et de tous les savants. Donc oui, il faut une simplification, et on assume par moment, vous verrez, quand on parle de décarbonation, on sait bien que c'est plus subtil, c'est plus compliqué, ça doit être plus ambitieux que simplement décarboner. Oui, mais on va quand même commencer par ça, parce que c'est le sujet peut-être qui est le plus facile à faire avancer. Un prérequis encore, et dernier prérequis ou dernier préliminaire avant qu'on rentre véritablement dedans, c'est que, comme d'autres filières, et on en reparlera, on a considéré qu'on avait besoin d'une forme de planification. La puissance publique, elle n'est pas juste là pour nous emmerder quand on est entrepreneur à trouver des trucs et il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de règles, bien sûr, mais de temps en temps, on est en train de pinailler sur des sujets, alors que là, on aurait peut-être envie d'avoir une trajectoire, d'avoir un cadre, d'avoir une ambition. Et donc, l'alimentation, au même titre que d'autres secteurs, devrait bénéficier d'une forme de planification. C'est-à-dire, en gros, où on doit aller, qui doit y aller, à quelle échéance doit-on y aller, pour quel résultat. Ça s'appelle un cadre. Ni plus ni moins que ça. Et ce qui est bien avec un cadre, c'est qu'il resserre le jeu de tous les acteurs. Alors il ne s'agit pas d'un cadre trop serré, sinon ça s'appelle une règle à la con, mais entre une règle à la con et une planification large, il y a quand même juste un doigt de mesure que l'on peut avoir, et donc on appelle à ça. Nos recommandations, vous allez le voir, elles ont deux prismes de lecture, comme David vous en a parlé tout à l'heure, et ça sera les deux séquences que l'on aura ensuite dans les deux tables rondes. Ça peut participer, ça peut commencer par une modification de l'offre. Et puis évidemment, ça peut être aussi une modification de la demande.
Ça permet accessoirement de montrer que cette filière, elle est à la fois la cause d'une partie des problèmes, parce qu'elle est émettrice, mais aussi elle est partie des solutions, parce qu'elle peut être une façon de piéger le carbone, de le capter, de réduire évidemment, parce que c'est quand même ça par lequel il faut commencer. Et puis évidemment, parce que tout s'auto-alimente, la modification de la demande va accélérer la modification de l'offre, et la modification de l'offre, si on y arrive, elle va mécaniquement accélérer la modification de la demande, et donc c'est comme ça qu'on aura au final de l'impact. Et donc c'est en combinant ces deux leviers-là qu'on aura de l'impact, mais au moment de produire des recommandations, il faut les regarder, de notre avis, de manière dissociée pour qu'on ne vous produise pas quelque chose qui parte absolument dans tous les sens. D'où la première question, comment peut-on décarboner l'offre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table ? Que peut-on proposer sur ce sujet de la décarbonation de l'offre ? Alors, on demande encore une fois à ce qu'il y ait une trajectoire. Qu'il y ait un cadre de réduction des émissions. La filière automobile, et l'actualité nous l'a rappelé, alors on en pense du bien et du mal, mais malgré tout, il y a un cadre. Hein. On leur a expliqué qu'en 2035, c'était terminé. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est trop dur, trop loin, trop proche, machin ? Oui, mais il y a un cadre. Et finalement, si on se pose la question ainsi, pensez-vous que la filière automobile serait allée aussi vite, jusqu'à aujourd'hui déjà, s'il n'y avait pas eu un cadre contraignant il y a déjà de nombreuses années? Je pense que de manière assez cartésienne, on peut répondre que non. Et donc c'est l'intérêt d'un cadre. Et donc oui, il faut une trajectoire. Et donc cette trajectoire, ce n'est pas les acteurs qui doivent la décider seuls. La puissance publique, dans sa grandeur, c'est aussi fait pour ça. En tous les cas, quand elle est éclairée et quand elle accepte d'être éclairante. Donc la première de ces recommandations, c'est d'avoir un cadre. Les deuxième, troisième, quatrième, on va le dire comme ça, mais en tous les cas, d'autres recommandations, elles tournent autour, ça peut paraître banal, mais il faut quand même bien commencer par ça. Elles tournent autour de la notion d'indicateur. Oui, on a besoin d'indicateurs, on a besoin de diagnostics sur la ferme France, sur l'usine France, on va l'appeler comme ça. On a aussi besoin d'indicateurs, par exemple, sur la régénération des sols. Comment le mesure-t-on ? Qu'est-ce qui doit devenir une forme de norme, de standard ? Donc on ne pourra pas mener cette transition environnementale si on n'est pas capable de la mesurer. Là aussi, ça peut paraître bizarre à des gens qui fonctionnent que par des convictions, mais comme vous êtes, je l'espère, vous aussi des cartésiens, on a besoin juste d'outils de mesure, de diagnostic, de savoir ce qui était avant et de ce qui était après. Et donc ça, c'est quand même des points de départ. Et puis après, on a besoin de mesures qui vont apparaître peut-être symboliques aux yeux de certaines, c'est-à-dire anecdotiques peut-être. Ah mais là non, c'est pas... on en a besoin de ces symboles-là parce que ça permet de driver tout le monde. Et donc on a une recommandation qui est baptisée, alors ici elle est baptisée comme ça, dans le livre blanc elle est baptisée un peu différemment, c'était pour la rendre plus explicite encore ici au moment de la restitution. Accompagner les transactions foncières d'une mesure objective de la richesse des sols. Je m'explique. Quand vous faites un état des lieux, quand vous rentrez dans un appartement, vous avez des caractéristiques quantitatives. Il fait 28 mètres carrés ou 300 mètres carrés. Et puis vous avez des caractéristiques qualitatives. Là, il y a un petit trou dans le mur. Là, c'est nickel, etc., etc. Ça veut dire on vous donne quelque chose sur la qualité de l'actif que l'on vous confie. Et quand vous sortez de l'appartement, on regarde si vous avez préservé l'actif que l'on vous a confié. Et donc là, la recommandation, elle tourne autour d'une idée toute bête, qui est de dire les transactions agricoles, foncières, aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs une vente ou du fermage dans l'absolu, c'est basé sur de la quantité. Il y a tant d'hectares. Ben là, demain, nous, on appelle de nos voeux que ça soit aussi basé sur la qualité. Et que la qualité, ça soit la richesse organique des sols. Et en gros, c'est de savoir si, à l'issue de la séquence de possession ou d'utilisation, l'exploitant, il a amélioré l'organique des sols, il l'a détérioré ou il l'a maintenu. Et que si on veut demain donner une valeur objective à la richesse des sols, il faut bien commencer par le mesurer au début et à la fin, et après on avisera sur comment on peut le bonifier ou le pénaliser. Mais ça serait une façon culturelle de modifier l'idée que un exploitant, il a un actif qu'on lui confie et il ne peut pas le rendre dans un état plus mauvais, pas parce qu'il a réduit le nombre d'hectares, non, mais parce qu'il a baissé la richesse des sols. Dans les symboles aussi, il y a l'idée de dire que désormais, pour être mandataire social, il faudrait être formé aux sujets environnementaux. En gros, on ne peut pas confier une voiture à quelqu'un qui n'a pas appris à conduire. On ne peut pas confier une entreprise à quelqu'un qui n'a pas pris la mesure des enjeux qui se posent à la société, donc aux entreprises, sur les sujets environnementaux. Pourquoi a-t-on proposé ça ?
simplement de manière assez évidente. Les mandataires sociaux, c'est-à-dire les dirigeants des entreprises aujourd'hui, pour faire court, dans leur majorité, ils ont 50 balais. Je fais simple, volontairement. Voilà. Le sujet de la transition environnementale, malheureusement pour eux, ce sera plutôt pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce qu'il est probable que celui qui a 50 balais ou 60 balais, peu importe, il arrive jusqu'à la fin de sa vie, alors oui, il aura un peu chaud. Ok. Donc en juin, désormais, il aura un peu plus chaud que d'habitude. Ouais, sauf que ses enfants et ses petits-enfants, eux, ils seront dans la merde noire si aujourd'hui on n'agit pas. Et le problème, c'est que c'est pas forcément lui qui a 50 balais qui est le plus sensible à ça. C'est pas forcément le mec qui a 40 ou 35 ans qui sera le prochain mandataire social de la boîte qu'il a. Non, ça sera plutôt pour ceux qui sont étudiants aujourd'hui. On en parlera dans un instant. Et donc, pour devenir mandataire social, il faudra avoir cette prise en compte des sujets environnementaux et donc avoir juste validé 2-3 acquis, 2-3 convictions sur le sujet. Et donc c'est en gros faire le permis de gérer comme on a le permis de conduire. Alors ça peut vous paraître totalement iconoclaste à certains, sauf qu'on a besoin de symboles comme cela pour faire avancer les choses. Donc oui, c'est iconoclaste, mais c'est aussi totalement assumé dans son côté un peu bizarre en apparence. Il faut aussi du financement. Il faut être capable de financer la transition, parce qu'en général, la transition, c'est sortir d'un cadre existant où il y a des modèles qui sont établis, qui sont robustes, qui ont permis l'émergence d'acteurs qui sont solides, vers un monde où on a un peu de mal à le financer. Et donc, parmi les idées qui tournent autour de ce sujet du financement, il y a l'idée de la création du statut d'entreprise agricole à mission. Il y a le statut d'entreprise à mission, désormais, dans la loi. Il n'y a pas le statut d'entreprise agricole à mission. Et pourtant, si on le fait, ça peut permettre de capter de la valeur parce qu'on aura un élément de reconnaissance objectif. Imaginez le scénario suivant. Un producteur qui fait des céréales, qui est reconnu entreprise agricole à mission. Il va livrer sa production à un transformateur, que ce soit une malterie, une brasserie, suivant le niveau de transformation dont on parle, peu importe. Eh bien, il pourra se faire valoir, dire oui, mais moi, c'est de la céréale, entre guillemets, à mission. Donc lui, le transformateur qui est là, quand il va ensuite le revendre, soit parce que ce sera déjà de la bière prête à consommer, ou ça sera un brasseur qui sera ici, peu importe le niveau de transfo, il pourra se vanter à chaque fois de dire oui, mais c'est une entreprise à mission. Et donc quelque part, on crée une forme de labellisation à la source. Et la labellisation à la source, si on est parti dans la bonne direction, qui est de dire on doit pouvoir revendiquer que la bière elle est bas carbone, qu'elle est à mission, peu importe, ça sera plus facile quand on l'a revendiqué depuis très en amont. Donc on a besoin de ce statut d'entreprise agricole à mission. De la même manière, pour le financement, on a besoin d'avoir un marché carbone qui soit rémunérateur vu de l'agricole. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le marché carbone, il n'est pas rémunérateur, donc la pratique agricole, elle n'a pas changé à la hauteur de ce qu'elle devrait changer. En tous les cas, en termes de quantité. Voilà. Comment inciter un exploitant à faire un couvert végétal s'il n'y trouve pas une rémunération? Les paysans, ce n'est pas des bons samaritains qui travaillent pour la gloire, hein. Voilà. Le sujet, on le place souvent dans le registre économique, le prix du lait n'est pas assez élevé ou je ne sais pas quoi. Non, mais là, si on veut qu'ils soient des acteurs de la transition, il faut bien qu'ils y trouvent de quoi vivre. Et un couvert végétal, si la tonne de carbone elle est valorisée à 5 €, c'est pas demain la veille qu'on va faire du couvert végétal à 5 € la tonne. Hein. Voilà, vraiment, j'ai totalement oublié ce qu'on m'a appris à Purpan il y a une trentaine d'années. Donc on a besoin d'un marché carbone rémunérateur. Alors la question c'est le comment. Il faut flécher, il faut peut-être un peu de coercition sur la manière dont on va compenser le carbone. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez en théorie une carte de France là, qui va de Paris à Biarritz. Admettons, demain, je prends l'avion pour aller de Paris à Biarritz. Au moment d'acheter mon billet, Air France ou Transavia va me proposer de le compenser. Et donc, ça va me coûter X € de la compensation. Le problème, c'est que moi, conso, je sais où j'ai émis des gaz à effet de serre. Par contre, au moment de compenser, je ne sais pas où je vais compenser. Alors si, mais il faut que je creuse. Hein. Alors en creusant, sur le site Air France par exemple, je vais apprendre que mon carbone émis de Paris à Biarritz va être compensé, et c'est la réalité, hein, au Brésil, au Pérou, au Kenya, en Inde et au Cambodge. Alors je vous rassure, hein, j'ai rien contre les Péruviens. Voilà, on partage même le même goût pour Indochine d'ailleurs, parce que c'est un gros marché, le Pérou pour Indochine. C'est la réalité, figurez-vous. Donc j'ai rien contre les Péruviens. Ah non, mais alors rien du tout. Mais par contre, j'ai un problème, c'est que le carbone, il a été émis en France et il est compensé, je ne sais pas où, et encore en cherchant, je trouve, et ça me paraît bien loin. Donc la recommandation toute bête, c'est de dire, on doit compenser sur place. Hein.
Si mon gaz il a été émis en France, celui qui l'a émis, il doit compenser en France. Alors après, on peut élargir le propos à l'Europe pour ne pas être taxé de nationalisme. Mais je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de sous-jacent derrière. Hein. Il y a juste une forme d'évidence. Il doit être compensé là où il doit être émis. Et à minima, si on n'est pas capable de le faire, eh ben on doit me dire où il est compensé. Ça veut dire qu'au moment où Air France me dit « Veux-tu compenser ton Paris-Biarritz qui va coûter tant de kilos de carbone ?» Et moi, citoyen, bienveillant et peut-être aisé, je veux dire oui, je veux bien le faire, ben on doit me dire à ce moment-là, peut-être doit-on me proposer d'ailleurs, veux-tu le compenser au Pérou ou veux-tu le compenser en France? Et puis on verra bien, c'est comme sur l'origine. L'idée, c'est pas d'obliger quiconque, mais c'est de permettre à ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent d'être des acteurs de la transition. Donc à minima, ceux qui font de la compensation doivent dire où ils le font. Et comme toujours, la transparence a 2-3 vertus. Elle finit toujours par modifier les pratiques qui sont un peu borderline. Parce que quand Air France me propose de compenser, c'est une façon de me dire « tu peux y aller, vas-y sur l'avion, pas de problème, paf !» Oui, ben si on me dit « oui, mais attention, si tu compenses en France, ça va te coûter tant. Si tu compenses au Pérou, ça va te coûter tant. » C'est pas la même chanson. Et donc, à minima, c'est ce qui est écrit ici, rendre public les programmes de compensation sur le lieu et sur les coûts. Et vous allez voir qu'on va modifier petit à petit le curseur et qu'il y a des paysans qui finalement trouveront intérêt à compenser et donc à être des acteurs de la transition. Et puis enfin, toujours sur le sujet du financement, on ne pourra pas modifier l'offre si peu ou prou on n'arrive pas à aligner les échelles de temps. L'échelle de temps de la transition environnementale est longue, l'échelle de temps commerciale est souvent courte. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire à Carrefour, écoute, tu vas t'engager, tu vas acheter le blé pour tes ateliers boulangerie sur 50 ans. Non, je vous rassure, j'ai l'air bête, mais je me soigne. Donc ce n'est pas à ce point-là d'aligner les échelles de temps. Mais on ne peut pas rester sur des échelles de temps où vous avez d'un côté parfois du spot et de l'autre de la transition qui est engageante. Et donc il faut d'une manière ou d'une autre rapprocher les échelles de temps un peu, ou partiellement sur certains dossiers. Mais il faut avancer vers cette idée-là du rapprochement de l'échelle de temps, du temps commercial, du temps environnemental, parce que mécaniquement, ça participera au financement. Deuxième sujet, la modification de la demande. C'est-à-dire, en gros, comment fait-on pour, à défaut d'avoir modifié l'offre, sachant qu'on veut quand même la modifier, mais comment fait-on pour modifier la demande et en espérant que du coup, ça finisse par modifier l'offre? Et comme on travaille sur les deux leviers, vous voyez bien que ça va s'auto-alimenter et que c'est comme ça qu'on peut enclencher une transition. La modification de la demande, c'est toujours la même question que tout à l'heure. Comment décarbone-t-on la demande? Comment fait-on que la consommation soit moins carbonée demain qu'aujourd'hui ou qu'hier? Alors la première étape, encore une fois, ce sont des indicateurs. C'est-à-dire, il faut de la mesure, il faut des outils de mesure qui permettent des outils d'affichage, de compréhension, de pédagogie. Et donc alors, est-ce que c'est EcoScore qui a des tas de défauts? Est-ce que c'est PlanetScore qui dit qu'EcoScore a des tas de défauts? Bon, on s'en fout, mais il en faut un. Et tant qu'à faire, il faut le meilleur. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est visiblement plutôt PlanetScore qui est plus couvrant et qui est plus ambitieux. Eh ben, si c'est lui, c'est pas le sujet. Nous, on n'est pas dans le militantisme là-dessus. Bon, ben, il en faut un. Et si dans l'immédiat, c'est celui qui est à droite, eh ben, ça sera plutôt la droite que la gauche. Mais si jamais demain, il y a un nouveau qui arrive et qui est à gauche, il sera à gauche, je vous rassure. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Donc c'est juste pour que vous entendiez qu'on ne pousse pas PlanetScore en particulier, on pousse le principe. Et si c'est PlanetScore, alors c'est PlanetScore. Voilà, c'est aussi bête que ça. Deuxièmement, là aussi, il faut des symboles. C'est-à-dire, ouais, il va falloir peut-être par moment accepter d'être réducteur. Mais si ça permet d'engager la transformation de la demande dans une meilleure direction, c'est mieux. Donc oui, un symbole peut être réducteur, mais il montre une voie. Il y a 10 ans, un adhérent Leclerc dans le Nord, il avait fait ça. Il avait mis les nombres de kilos carbone en même temps qu'il mettait le poids sur les produits. Ensuite, il avait mis la somme du poids carbone sur le ticket de caisse, ce qui permettait de donner une espèce de chiffre au conso qui lui permettait de savoir, ah oui, tiens, dis donc, aujourd'hui ça m'a coûté ça, j'ai généré 16 kilos carbone. Et puis on pouvait même éventuellement aller choisir des produits qui étaient substituables dans une même unité de besoin. Regardez ici, le jus de pamplemousse à la marque du distributeur en bocal, c'était 1,60 kg, et quand je le prenais en Tetra Pak, c'était 0,35 kg. Bon, ça n'a pas duré, parce qu'il y a 10 ans, les analyses de cycle de vie étaient quand même un peu moins précises qu'aujourd'hui. Demandons-nous simplement si aujourd'hui on n'est pas capable d'être plus précis.
donc d'être plus engageant. Mais ça, c'est juste brillant pour engager la transition vue du client. Je ne vous dis pas que tous ceux qui prenaient des bocaux vont les prendre en tétra si c'est mieux tétrac. Je dis bien si. Sauf que si on lui donne l'info, on lui donne un élément, encore une fois, pour celui qui veut et celui qui peut y aller. Dans les mêmes idées, vous avez un distributeur allemand, Penny, qui il y a quelques années, il y a 5 ans, a fait ça. Le prix que je vais payer en caisse, le prix externalité comprise. Je ne vais pas payer ça. Mais quelque part, je vais le lire, je vais l'entendre, je vais le voir. Très récemment, c'est pour vous dire qu'il y a des sujets, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a un mois. Casino vient de faire ça. Le baromètre de la saisonnalité aux fruits et légumes. Ça veut dire, au mois d'avril, être capable de dire à ses consommateurs, si tu veux du raisin, ben t'en as du raisin. Mais sache juste que c'est hors saison. Mais c'est écrit en rouge. C'est intéressant de voir qu'un acteur s'approprie la dévalorisation volontaire de son offre. Alors, bien sûr, après, il faut le faire vivre. Hein, parce que le jour de la conférence de presse, tout est joli, le raisin est rouge. Bon, après, il faut être capable de mettre d'autres produits rouges tout au long de l'année. Oui, mais malgré tout, c'est la bonne direction. Oui, c'est difficile à vivre, à faire vivre. Oui, c'est réducteur, ok. Mais encore une fois, si on ne fait rien, on ne fera pas bouger le curseur. Hein. Donc on ne peut pas commencer par leur dire « c'est pas bien ce que vous faites ». On doit leur dire « c'est bien » et il faudra le faire vivre. Vous voyez, je le prends par ce sujet-là. Il faut hiérarchiser aussi les félicitations et les doutes. Parce que si on met les doutes avant les félicitations, on ne changera pas le monde. Donc oui, il faut commencer peut-être par dire bravo à une entreprise de distribution. Pour ceux qui ont parfois du mal à le dire, parce que ça leur arrache la gueule. Comme il faut être capable de dire à un paysan de la part d'un distributeur « putain, c'est super ce que tu fais ». Et ça vous raccroche au mot que je vous ai donné pour démarrer, l'interdépendance. Les filières sont interdépendantes, y compris dans l'expression qu'on n'est pas capable parfois de faire quand on est le maillon aval ou le maillon amont par rapport à l'autre maillon. Ben oui, il faut savoir le dire. Il faut aussi, dans les symboles, accepter le principe des petites victoires. Alors il y a un sujet qui nous offre plein de petites victoires, hein, c'est le gaspillage. Il y a 4 petites victoires à aller chercher. Harmoniser les dates de consommation sur les produits alimentaires. Pourquoi sont-elles différentes suivant les marchés auxquels elles s'adressent? C'est pas normal. Pourquoi les distributeurs se battent-ils, c'est ici, sur les dates de retrait anticipées? Moi, j'enlève mes yaourts 7 jours avant la date. Et puis l'autre, évidemment, qu'est-ce qu'il va dire? Ah non, 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 moi, c'est moi le meilleur. Je les retire 8 jours avant la date. Eh les gars, il y a une façon, hein, c'est vous arrêter de vendre des yaourts. Comme ça, vous n'aurez pas à les jeter. Donc cette communication que je comprends commercialement est stupide environnementalement parlant. Et si on accepte que la mère des batailles est là, alors on arrête ça. Donc je sais que la FCD est là. Ben, le jour où la FCD va prendre ce sujet et va dire, bon, dis donc les gars, vous pensez pas que c'est une course à l'échalote un peu idiote que l'on fait? Eh bien voilà le genre d'entente. J'ai bien dit d'entente, parce que la bataille carbone est la mère des batailles. Et donc elle doit s'imposer au petit sujet de l'entente. Alors je fais volontiers, c'est facile à dire, hein, beaucoup plus difficile à faire. Dans les sujets que l'on peut faire sur le gaspillage, il faut que les acteurs dans leur rapport RSE, ils arrêtent de nous dire tout ce qu'ils ont sauvé. Il faut désormais qu'ils nous disent tout ce qu'ils ont gaspillé. C'est-à-dire qu'il faut accepter la communication transparente négative et pas juste mettre dans les rapports RSE les trucs jolis. Parce que vous allez voir que mécaniquement, si on impose combien vous avez jeté, ah ben, on va sacrément jeter en moins. Et puis enfin, je sais pas, ça paraît tout con, mais aujourd'hui, jamais ou presque un restaurateur ne vous propose spontanément de partir avec les restes. Ben donc ça, il faut le généraliser. Ça doit devenir une pratique. Pourquoi? Parce que ça va cultiver l'idée que le gaspillage est la première façon et le premier levier d'action contre le gaspillage carbone, on peut le dire comme ça. Dans le financement de la demande, dans la modification de la demande, comment on peut le financer? Ben, il faut accepter que ça passe par le fric. Il faut accepter de corréler le coût environnemental et le prix. Voilà. Et donc là, on verra comment. Il faut accepter juste d'acter le principe. Oui, il faut recorréler le prix et le coût. Et puis après, on va voir comment. Ça va être dur. Ok, mais ce n'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas accepter d'y réfléchir. Donc on acte d'abord le principe de l'intérêt qu'il y a à réfléchir autour de la recorrélation du prix et du coût, et après on va voir comment. Alors, est-ce que ça sera ça? On n'en sait rien. On ne dit pas qu'il faut le faire. On dit juste qu'il faut accepter de se poser la question, ce qui n'est pas pareil. Peut-être que demain, il faudra envisager que les briques bas carbone de lait, elles coûtent 5% moins cher ou 5 centimes de moins
dans une logique de bonus, et comme on en vend aujourd'hui beaucoup moins, pour financer ça, on a juste besoin de mettre 1 centime de plus sur la brique qui n'est pas bas carbone. Et puis après, ça s'équilibre, hein, c'est le principe bonus-malus. Le jour où on vend 50% de celle-ci, 50% de celle-là, on a le même bonus-malus. Hein. Je sais compter, c'est pas très difficile. En conclusion, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de dire que les coûts d'un côté et que le prix de l'autre sont des leviers de la transition. Parce que ce sont des leviers qui portent de l'impact immédiatement, plus que les grandes envolées lyriques. Il n'y a qu'à Faucon. Non. Ça coûte moins cher de bien produire et que ça coûte plus cher de mal consommer. Je caricature volontiers, mais c'est quand même ça l'idée. Il faut jouer sur les leviers du coût et du prix parce que ce sont les leviers de la transition. Parce qu'avec les coûts, on va modifier l'offre, et avec le prix, on va modifier la demande. Alors ça peut paraître très libéral comme approche. Hein. Bon, on est quand même plutôt d'obédience à peine un poil libéral. Et pourtant, vous voyez, j'ai commencé par vous dire il faut planifier. Comme quoi, c'est jamais aussi simple que ça. Donc au moment d'avoir des leviers d'action, il faut un peu, peut-être cette dose de libéralisme. Au moment d'engager le truc, peut-être qu'il faut une dose de planification. Vous voyez, c'est peut-être le en même temps, hein, d'ailleurs. Hein. Mais si le en même temps, il sert la cause, soyons en même temps. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que l'économie sera un moteur de la transition environnementale, parce que c'est l'économie qui donne de l'impact. Il n'y a pas d'impact sans économie, ou il n'y a pas d'économie sans impact. Et puis enfin, juste rappeler, comme je l'ai fait pour démarrer, je le fais pour terminer, on a besoin du politique pour donner l'impulsion, pour donner l'impact. Et donc, si on a ce cadre-là, si on accepte ces leviers que sont le coût et le prix, il est possible alors d'avoir de l'effet, d'avoir de l'impact pour cette transition. La suite, c'est dans le livre blanc qui sort aujourd'hui. Vous trouverez la totalité des 20 recommandations. David, je te rends l'antenne. On a choisi cette année, pardonnez-moi d'être un peu long, parce que le sujet méritait probablement plus que la présentation survolée d'habitude de nos recommandations. La transition environnementale, ce n'est pas un petit sujet. David, c'est à toi.